Un chocolat chaud, une descente en luge sur une pente enneigée, la joie des fêtes de fin d'année. Oh oui, on aime tous cette atmosphère froide et magique, mais seulement en hiver, pas en été. Que se passerait-il si tu te retrouvais sous la neige pendant ce qui devrait être la période la plus chaude de l'année ? Nous t'avons sans doute habitué aux vidéos amusantes du type « Et si ?», où on envisage des scénarios hypothétiques, mais cette fois, ce n'est pas le cas. Bienvenue en 1816, l'année sans été. Europe. Nous sommes en juin, et les Londoniens se réveillent dans une ambiance fantastique, car c'est aujourd'hui le premier jour officiel de l'été. Toi aussi tu es excité, et tu as toutes sortes de projets pour cette belle journée. Tu sors du lit et après un bon petit déjeuner, tu te prépares à partir pour une séance de pêche. Tu ouvres la porte d'entrée, mais tu te fais souffler au visage par un coup de vent froid enneigé. Bizarre, mais tout ce dont tu es capable à ce moment-là, c'est de hausser les épaules, d'attribuer ce temps anormal à un front froid passager et d'annuler cette sortie de pêche. Demain est un autre jour. Les jours passent et le temps ne s'améliore pas. Ton mois de juin semble s'être confondu avec le mois de janvier. Pas d'activité de plein air, pas de baignade, pas de pique-nique, pas d'été. Les habitants profitent tout de même du changement inattendu des saisons. Les enfants font des batailles de boules de neige. Les adultes font du traîneau dans les rues. Et tu lis volontiers un livre au coin du feu après une longue et froide journée de pêche. Mais au bout de quelques semaines, cet hiver en été commence à vraiment déranger les gens. La crise touche toute l'Europe quelques mois plus tard. La Tamise est gelée. Les agriculteurs du continent perdent leur récolte à cause du gel et du manque de soleil. Les vaches ne peuvent pas se nourrir d'herbes fraîches, donc elles ne peuvent pas faire de lait. Les tempêtes de neige et les blizzards provoquent des accidents. Les gelées sont si sévères la nuit que de la glace se forme sur les routes au matin. Tous les magasins d'alimentation sont fermés parce qu'il n'y a pas de nourriture. Heureusement, tu as fait une réserve de poissons congelés grâce à ces sorties de pêche que tu as endurées tout l'été. La nouvelle année arrive et rien ne change. Le prix des céréales a été multiplié par 10. Mais plus personne n'a d'argent, les usines et les plantations se sont arrêtées à cause du gel. Et ce gel rend difficile toute forme de déplacement dans la ville gelée. Il est encore plus difficile de nourrir les chevaux qui tirent les calèches. Les voitures n'apparaîtront pas avant 70 ans. En Allemagne, l'inventeur Karl Drais a une idée soudaine. Il crée le premier prototype de la bicyclette. Celle-ci n'a pas de pédale, mais cela marche. Il suffit de patiner au sol avec les pieds pour utiliser cette machine à marcher. Mais ça fonctionne. Il faut peut-être remercier cette année sans été d'avoir inspiré Drais à nous offrir ce qui allait devenir nos vélos bien-aimés. Oui, parle-en aux Suisses. En Suisse, l'état d'urgence a été déclaré depuis longtemps. Mais toujours en essayant de voir le bon côté des choses, où en serait-on aujourd'hui sans l'historique été hivernal de 1816 ? Il se trouve que cette année-là, un groupe d'amis est allé en Suisse en vacances. Ils voulaient s'amuser sur les rives ensoleillées du lac Léman. Mais au lieu de cela, ils ont été coincés à l'intérieur tout le temps. Il faisait froid et orageux à l'extérieur, alors ils ont décidé d'inventer des histoires effrayantes pour s'amuser. Parmi ses amis se trouvaient Lord Byron et Mary Shelley. Le premier a écrit un poème apocalyptique intitulé Darkness et la seconde a écrit le célèbre roman Frankenstein. Mais bon, toi tu ne fréquentes certainement pas des écrivains et des poètes insouciants. Tu as besoin de fric. Alors tu décides de vendre tous tes biens, ta belle maison, la grange, tout ton bétail et même ton bateau de pêche. Mais au lieu d'en retirer un bon pécule, tu n'obtiens presque rien puisque la monnaie a perdu toute valeur. Mais tu en retires tout de même assez pour un billet afin de quitter l'ancien monde et de te rendre en Amérique. Désolé de te décevoir, mais l'Amérique du Nord est elle aussi anormalement froide. Des ouragans avec de la grêle, de fortes pluies au printemps, des gelées et de la neige en été. Les champs de maïs sont gelés, les stocks de nourriture sont épuisés. Des milliers de personnes migrent vers le sud. C'était une mauvaise idée. Certains États très nordiques, comme le Vermont, sont presque vidés de leur population. Bon, c'est raté pour l'Amérique. Cette fois, tu sais exactement où aller pour échapper à cet hiver qui n'en finit pas. Asie. Encore une fois, mauvaise idée. Tu arrives en Chine et qu'est-ce que tu vois ? Les moussons ont ravagé les campagnes. De fortes pluies ont inondé les rizières. Il y a du gel et de la neige toutes les nuits. Il semble qu'il n'y ait pas d'endroit chaud ou sûr sur toute la planète. Mais tu te souviens que ton vieil ami vit en Inde. Il ne peut pas faire froid là-bas.
En effet, il n'y a pas de neige, pas de pluie et pas de gel. Au lieu de cela, une grave sécheresse sévit ici en raison de l'hiver trop long dans d'autres parties du globe. Oh non, encore raté. Tu récoltes le peu d'argent qu'il te reste et tu achètes un billet pour l'Amérique latine. Bonjour Costa Rica. Enfin, tu vois une météo parfaite. La côte des Caraïbes est magnifique. Pendant les 6 mois qui suivent, tu prends des bains de soleil et vis de la pêche. C'est alors qu'un jeune couple britannique en vacances te dit que l'hiver le plus long de l'histoire est enfin terminé. Tu aimes ta nouvelle vie ici, mais tu décides quand même de rentrer en Europe et d'essayer de comprendre ce qui a bien pu faire disparaître complètement l'été. Eh bien, il se trouve que pas moins de 3 facteurs se sont cumulés pour créer l'apocalypse hivernale ultime. 1. De 1795 à 1820, l'activité solaire a été minimale. Au début du 19e siècle, la Terre a reçu beaucoup moins d'énergie du Soleil que jamais auparavant. En raison du manque de chaleur solaire à la surface de notre planète, la température moyenne a diminué d'environ 2 à 3 degrés Celsius. Cela ne semble pas beaucoup, mais c'est suffisant pour envoyer l'hémisphère nord dans une mini-ère glaciaire. 2. La température des mers et des océans a également diminué à cause de ce problème solaire. Par conséquent, tous les vents ont changé de direction. Le courant du Gulf Stream de l'Atlantique a dévié de sa trajectoire habituelle et a cessé de chauffer les côtes de l'Europe de l'Ouest grâce aux alizés tropicaux et aux eaux venant du Sud. 3. Enfin, la dernière et principale raison de l'interminable hiver de 1816 a été les volcans. Tout a commencé il y a 4 ans, en 1812. Cette année-là, un volcan de l'île de Saint-Vincent aux Antilles s'est réveillé de son sommeil. Un deuxième sur l'île de Sanggir en Indonésie s'est également réveillé. Puis en 1813, ça a été le tour d'un 3e volcan au Japon cette fois. Et en 1814, aux Philippines, une 4e montagne de feu a décidé de se joindre aux autres. La température sur la planète a commencé à chuter à cause de toutes ces éruptions volcaniques. Toutefois, ce n'était rien en comparaison du principal responsable. Le printemps précédent, le 10 avril 1815, le mont Tambora en Indonésie a explosé dans une rage ardente. Quelques heures plus tard, toute l'île de Sumbawa était recouverte d'une couche de cendres volcaniques de près de 1,5 m d'épaisseur. Et ce n'était que le début. 160 km² de cendres ont été propulsées dans l'atmosphère. Elles ont recouvert le ciel d'une couche si dense qu'elles ont bloqué les rayons du soleil, tel un rideau géant au-dessus de la Terre. Mais la cendre volcanique est particulière. Ce n'est pas la même cendre que celle qui se forme lorsque tu brûles quelque chose. Un volcan rejette beaucoup d'éléments chimiques depuis les profondeurs de notre planète. Et certains de ces éléments sont toxiques pour les créatures vivantes. En fait, la cendre volcanique a même une structure chimique totalement différente. Les cendres ordinaires peuvent être facilement lavées avec de l'eau. Mais si tu essaies de laver la cendre volcanique de la même façon, elle se transforme presque en ciment. Et à cause de ces substances très dangereuses contenues dans la cendre volcanique, des pluies acides peuvent se déclencher. Respirer un tel air est dangereux pour la santé. De plus, les avions ne peuvent pas voler à travers un nuage volcanique. Cependant, les cendres finissent par se poser sur le sol tôt ou tard. Et c'est là que les bonnes nouvelles arrivent enfin. Les cendres qu'un volcan laisse dans son sillage contiennent non seulement des substances dangereuses, mais aussi des matières utiles. La cendre tombe sur le sol et ce sol devient très fertile. Même après de grandes éruptions catastrophiques, comme en 1815, la végétation de la planète se rétablit rapidement. Un tel sol est particulièrement favorable à la culture du raisin qui permet de faire du vin, donc je me dis que tout n'a pas été perdu cette année-là. La morale de cette histoire, si un volcan entre en éruption, n'en fais pas toute une histoire, prépare-toi plutôt à faire du vin. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.